Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle session paramédicale. Merci d'être présents ce matin après notre petite soirée sympathique hier sur la péniche. Donc ce matin, on va pouvoir aborder un petit peu le thème des nouvelles compétences, une autre vision du soin. Et donc on va pouvoir passer la parole à nos orateurs qui ont accepté de venir nous présenter leurs expériences. On va commencer avec Léa Marquis qui vient d'Agno. Donc Léa va nous parler de la consultation précoce en insuffisance cardiaque. Merci Léa. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Léa, infirmière en unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque au centre hospitalier de Haguenau, et je vais vous parler de la consultation précoce après un épisode de décompensation cardiaque, un pas de plus dans le lien hôpital-ville. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Alors, cette consultation s'est mise en place au centre hospitalier de Haguenau en octobre 2017. Elle s'effectue 8 à 10 jours après la sortie d'hospitalisation du patient insuffisant cardiaque hospitalisé pour décompensation cardiaque. Elle est née de plusieurs constats. Tout d'abord, la vulnérabilité des patients, avec 9% de décès dans le premier mois suivant la sortie d'hospitalisation. La titration des médicaments de l'insuffisance cardiaque, qui est insuffisante en ville. Seuls 15% des patients ont un traitement optimal à distance d'une hospitalisation. Cette consultation est en accord avec les recommandations de l'HAS, qui préconise de poursuivre le TP après le retour à domicile, de renforcer le lien ville-hôpital, et elle est aussi en accord avec les nouvelles recommandations européennes 2021, qui préconisent de réévaluer les signes de congestion, la tolérance au traitement et la titration des médicaments, et d'organiser une consultation cardiologique 1 à 2 semaines après la sortie d'hospitalisation. Alors, cette consultation a plusieurs objectifs. Tout d'abord, éviter une nouvelle décompensation cardiaque dans la période de vulnérabilité, car on a 25% de réadmission dans les 30 jours et 5% dans l'année, suivant la sortie d'hospitalisation, par une évaluation du poids, des signes congestifs et une adaptation des traitements diurétiques. On souhaite aussi optimiser la prise en charge thérapeutique par une poursuite de la titration des médicaments de l'insuffisance cardiaque. On souhaite évaluer l'observance, la tolérance et les bénéfices du traitement instauré pendant l'hospitalisation, renforcer l'éducation thérapeutique du patient, lui réexpliquer le projet thérapeutique, entretenir un lien de confiance avec lui, améliorer sa qualité de vie, le rendre acteur de sa prise en charge et améliorer la collaboration hôpital-ville. Alors, par rapport aux modalités de mise en place de la consultation, tout d'abord, tous les personnels intervenants sont formés à l'éducation thérapeutique du patient, donc cardiologue, infirmier, diététicienne. Les critères d'éligibilité des patients, c'est une FEVG inférieure ou égale à 35% et l'absence de troubles cognitifs. En amont de la consultation, on remet un livret au patient qui lui permet d'auto-évaluer sa qualité de vie et son stade NYHA, d'y noter ses signes d'alerte, de suivre sa courbe de poids, d'effectuer un recueil alimentaire, rappel des 24 heures, donc avant la consultation, où il est censé noter tout ce qu'il a mangé et bu pendant 24 heures, et où il doit y lister les médicaments s'il les connaît, si possible. Un contrôle biologique est à réaliser 48 heures avant la consultation et on demande au patient de ramener son ordonnance médicamenteuse, ses valeurs biologiques et sa lettre de sortie à la consultation. Alors, la consultation se déroule en plusieurs temps. Tout d'abord, le patient est accueilli par l'infirmière qui effectue un recueil de données. Elle va tout d'abord effectuer un électrocardiogramme, mesurer les paramètres vitaux, peser le patient, repérer ses signes de décompensation cardiaque
et il y aura un échange autour du livret patient et donc de ce qui a consigné le patient. Et l'infirmière va aussi déjà analyser le contrôle biologique. S'ensuit un temps médical où le cardiologue va voir le patient en présence de l'infirmière. Donc le cardiologue va procéder à un examen clinique, une échographie cardiaque. Il va évaluer le traitement du patient, poursuivre la titration des médicaments et réexpliquer le projet thérapeutique si nécessaire, avec notamment les examens complémentaires s'il y en a encore de prévus et les avis spécialisés. Le cardiologue donc, peut indiquer au patient une deuxième consultation ou alors une hospitalisation si nécessaire. Au terme de cet échange, un courrier de synthèse est remis au patient et adressé au cardiologue, médecin traitant et infirmier libéral. Ensuite, il y a l'entretien infirmier à proprement parler, donc, où l'infirmier va échanger avec le patient autour de l'entretien médical, avec une reformulation, précision, explication des données médicales qui ont été transmises au patient. Il y a un temps d'éducation thérapeutique, où on va évaluer les compétences acquises ou en cours d'acquisition du patient, donc notamment le repérage de ses signes d'alerte, EPOF, la connaissance du traitement de son insuffisance cardiaque, son observance thérapeutique avec les stratégies qu'il a mises en place, sa motivation, son vécu, et on va évaluer aussi sa qualité de vie, son autonomie. Donc des documents complémentaires peuvent être remis selon les besoins du patient. Après ce temps infirmier, il y a un entretien diététique. Alors on sait que la diététique de l'insuffisance cardiaque, c'est la restriction hydrosodée, avec un risque de dénutrition et de perte d'appétit, de déshydratation, d'isolement social, voire même de dépression. Le patient va donc échanger avec le diététicien, la diététicienne, sur son vécu en rapport avec ses nouvelles habitudes alimentaires. Une prise en charge individualisée est faite, elle est adaptée aux goûts et aux besoins du patient. Et il y a aussi un temps d'éducation thérapeutique, donc de la part de la diététicienne, avec, pareillement que l'infirmier, un bilan des compétences acquises et en cours d'acquisition, une évaluation des risques-bénéfices de la restriction hydrosodée, l'ajustement des recommandations, une aide à l'autonomie et bien sûr une évaluation de la qualité de vie. Et là encore, des documents complémentaires peuvent être remis selon les besoins du patient. Au terme de ces entretiens, un renforcement en ETP est possible, peut être proposé aux patients selon les résultats des bilans éducatifs des deux professionnels. Une orientation possible vers d'autres professionnels est aussi faite de temps en temps, donc soit vers la psychologue, kinésithérapeute, éducatrice médico-sportive, diabète, donc ça c'est notre programme d'éducation thérapeutique pour le diabète à l'hôpital de Haguenau, ou alors encore vers le XAPA. Une synthèse paramédicale est rédigée par l'infirmier et la diététicienne. Elle est remise au patient et adressée au cardiologue, médecin traitant et infirmier libéral. On souhaite intégrer la personne ressource ou l'entourage au maximum, selon évidemment la volonté du patient. On a pu faire une petite évaluation de cette consultation. Donc déjà, c'est un critère de qualité supplémentaire dans le parcours du patient. Les patients apprécient la prise en charge précoce qu'offre la consultation. L'examen clinique est poussé et la réalisation de l'échographie. La reformulation des informations médicales par l'infirmière. Et selon les patients, ils disent que l'éducation thérapeutique paramédicale les rend acteurs de leur maladie et leur permet de se prendre en charge dans leur vie quotidienne. L'entourage, lui, apprécie d'être intégré à l'éducation thérapeutique pour mieux comprendre la maladie, le projet thérapeutique et ainsi mieux soutenir le patient dans la gestion de sa maladie. La coopération médecins-paramédicaux est renforcée aussi et améliore la cohérence des messages transmis aux patients. Finalement, la mise en place de cette consultation offre différentes perspectives.
Alors déjà, il y aurait un intérêt à faire une étude en collaboration avec les médecins de ville sur le taux de réhospitalisation, le nombre de nouvelles décompensations cardiaques à 6 mois, l'évolution de la FEVG, afin d'évaluer de manière objective la pertinence de la consultation précoce, son impact sur la continuité de la prise en charge hôpital-ville et l'efficience thérapeutique. Elle ouvre aussi le champ à potentiellement le déploiement de la télémédecine. Et bien sûr, on envisage de nouvelles organisations pour la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Et donc, au centre hospitalier de Haguenau, nous avons notamment 2 infirmières qui sont formées et qui travaillent à la mise en place d'un protocole de coopération concernant notamment l'аттitration des médicaments de l'insuffisance cardiaque. Et une infirmière du pôle de cardiologie est actuellement en formation d'IPA. Pour conclure, je dirais que la consultation précoce post-hospitalisation pour décompensation cardiaque répond à la demande cruciale d'une optimisation du lien ville-hôpital et aide à faire face à la baisse de la démographie médicale et à l'augmentation de la prévalence de l'insuffisance cardiaque, car je rappelle que le nombre de patients insuffisants cardiaques augmente de 25% tous les 4 ans. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Léa pour cette présentation où on a senti effectivement toute l'importance de la collaboration pluridisciplinaire pour cette prise en charge de l'insuffisant cardiaque. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des expériences à partager ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir en fait où s'organisait la consultation géographiquement. Est-ce que c'est au service des consultations, dans le service? Comment c'était organisé? Alors, au centre hospitalier de Haguenau, c'est organisé là où on fait l'éducation thérapeutique. On a en fait de l'éducation thérapeutique donc pour les insuffisants cardiaques et les coronariens. Et donc, nous avons des locaux dédiés et une secrétaire dédiée à ce service. Et donc, c'est là qu'on effectue les consultations. D'accord, merci. Moi, je voudrais vous demander pour le financement avec votre direction, le business plan, tout ça, ça s'est bien passé? Ça a été facile ou c'était compliqué? Alors, la mise en place de base, je ne pourrais vous dire, mais en tout cas, cette consultation est cotée comme un forfait prestation intermédiaire par rapport au financement. Moi, j'ai une question. Est-ce que vos patients sont suivis par le Prado? Et si oui, comment ça se passe? Comment vous articulez les consultations? Alors, ça dépend des patients, mais on en a effectivement pas mal qui sont suivis par le Prado. Alors, ce n'est pas gênant du coup pour nous, comme le Prado, c'est passage d'une infirmière libérale 1 fois par semaine. Et ça ne gêne en rien, du coup, l'organisation de cette consultation qui est en fait complémentaire à ce que la CPM va mettre en place avec eux par rapport à la consultation avec le médecin traitant et le cardiologue de ville à 1 mois. Parce que cette consultation ne remplace pas le suivi par le cardiologue de ville des patients. Oui, après, est-ce qu'ils vous tiennent informés? Vous avez des informations sur ce qu'ils mettent en place de leur côté? Ce que vous faites, vous, de votre côté? Il y a une collaboration ou chacun... Alors, nous, du coup, on leur envoie tout ce qu'on a fait parce qu'en fait, en général, quand on fait cette consultation et que les patients sont suivis par Prado, comme nous, on l'organise dans les 8 à 10 jours après la sortie d'hospitalisation, elle est faite avant que les patients aillent revoir leur cardiologue de ville. Merci beaucoup, Madame Marquis. On va passer à la présentation suivante. Merci. Je ne sais pas s'il y a le petit générique. Donc, on accueille maintenant Madame Candel qui va nous parler du lien avec la ville sur une expérience un petit peu particulière. Donc, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci pour cette
invitation à ce premier congrès pour moi. Donc, je suis Jocelyne Candel, je suis infirmière en pratique avancée depuis juillet 2021 et j'exerce au centre hospitalier de Toulon et plus particulièrement dans la filière FILEAS, qui est la filière d'accompagnement, d'évaluation et d'évaluation dans le parcours de soins de l'insuffisance cardiaque. Et je vais vous parler aujourd'hui donc du lien ville-hôpital qui sera donc l'enjeu pour cette maladie. Alors, c'est pas celui-là. Donc. Voici mes liens d'intérêt. Comment est organisé le suivi du patient au domicile? Tout d'abord, un bref rappel. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique fréquente et qui est ponctuée d'épisodes de décompensation cardiaque où le patient fait malheureusement souvent des allers-retours avec l'hôpital. Et les prises en charge existantes sont donc le passage aux urgences, l'hospitalisation conventionnelle et puis le suivi en ville avec la médecine générale et les spécialistes dans la plupart des cas. Et donc il faut intégrer dans cette organisation les nouveaux outils qui permettent de déceler en amont les signes précurseurs de décompensation cardiaque et les nouveaux métiers dont je vais vous parler un petit peu plus loin sur les compétences des infirmières, les nouvelles compétences des infirmières. Alors j'ai voulu reprendre tous les acteurs qui gravitent autour de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc le patient avec son entourage familial, son aidant, il est à l'hôpital, il a donc les spécialistes, les cardiologues qui vont s'occuper de lui. En ville, il a son généraliste, son cardiologue traitant, les spécialistes, puisque l'insuffisance cardiaque, c'est quand même 30% aussi de diabétiques. Donc on a l'endocrinologue qui interagit, souvent également les pneumologues, les gériatres, parce qu'on a une population âgée avec un âge moyen de 81 ans de l'insuffisance cardiaque. Et les acteurs sont également, bien sûr, les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes de plus en plus qui interviennent au domicile du patient, les diététiciens. Le patient peut également, donc s'il est éligible, doit bénéficier d'une réadaptation cardiaque qui se fait dans des SSR. Le volet social est plus qu'important puisque souvent il part donc de l'hôpital pour développer les aides à domicile et mettre en place une auxiliaire de vie. On y intègre aussi dans ce paysage de l'insuffisance cardiaque des psychologues et les soins palliatifs, soit qui sont à l'hôpital ou en ville par l'intermédiaire des équipes territoriales de soins palliatifs. Alors l'enjeu, c'est bien évidemment d'optimiser le lien ville-hôpital et tout ça pour interagir en fait dans le milieu du patient, dans son lieu de vie. Il faut coordonner ce parcours de soins et il faut l'organiser depuis l'hospitalisation, presque j'ai envie de dire dès l'entrée à l'hôpital. Il faut que les équipes puissent interagir entre elles, entre les équipes de ville, les infirmières libérales, les infirmières de coordination et tous les correspondants. Il faut développer et donc organiser la télésurveillance avec des équipes spécialisées qu'on appelle les infirmières spécialisées dans l'insuffisance cardiaque, ISPIC. Alors pourquoi je reviens sur la télésurveillance? Parce qu'il faut vraiment que ça fasse partie, je pense, de la prise en charge du patient. Alors on va faire du lien dès l'inclusion de cette télésurveillance, quand le patient donc, bénéficie de ce moyen de surveillance. On peut inclure le patient pendant son séjour à l'hôpital. Et déjà, là, on commence à créer ce lien. On appelle les infirmières, les infirmiers libéraux. On les informe de cette nouvelle prise en charge. On envoie des courriers types aux médecins traitants et aux autres spécialistes. Évidemment, donc on présente le matériel au patient. On lui fait une démonstration, on lui fait une première prise en main du matériel. Et donc ça aussi, cette inclusion peut se faire quand le patient est à domicile et donc à travers des consultations d'inclusion de télésurveillance qui sont faites par les ISPIC. Petit bug.
Bon, c'est pas grave. Pas sur le retour. Donc, oh bon, je vais continuer sans le diaporama, c'est pas grave. Donc, en fait, la télésurveillance, ce qu'elle va faire dans la surveillance du poids quotidiennement du patient, il va répondre à un questionnaire sur les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Et du coup, ça va générer des alertes cliniques. Et là, à ce moment-là, quand il y a une alerte clinique, c'est l'équipe qui gère la télésurveillance qui va être avertie et qui va faire du lien avec l'équipe de ville, puisqu'elle va demander l'expertise à l'infirmière libérale. Elle peut contacter le médecin traitant et avoir une évaluation du patient clinique à distance. Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Et cette télésurveillance qui est donc prescrite pour 6 mois, là également, évidemment, au bout des 6 mois, le lien qui continue entre la ville et l'hôpital, puisque lors de cette réévaluation, le patient soit décide avec son équipe médicale d'arrêter la télésurveillance parce que finalement il est devenu acteur de sa maladie, il est autonome dans la prise en charge de sa maladie. Et puis on a aussi le cas de patients qui souhaitent renouveler la télésurveillance parce que ça lui apporte une sécurisation dans sa prise en charge au domicile. Il trouve une deuxième équipe avec qui il va communiquer, il aura créé un lien de confiance et donc beaucoup de nos patients renouvellent cette télésurveillance pour 6 mois. Alors derrière, évidemment, quand il y a ces alertes cliniques, il faut des solutions. Donc comme je viens un petit peu de l'aborder, il y a la consultation non programmée qui est faite par les ISPIC. Donc les ISPIC, c'est les infirmières spécialisées dans l'insuffisance cardiaque avec l'infirmière en pratique avancée et l'infirmière de coopération, comme nous avons au sein de mon équipe Phileas. On peut organiser des hôpitaux de jour dans un délai de 48 heures ou plus selon les établissements et pour y pratiquer une cure de diurétique intraveineuse. On organise aussi une hospitalisation à domicile afin de renforcer la prise en charge. Alors on peut organiser cette hospitalisation à domicile depuis le domicile du patient, sans qu'il vienne, sans passer par la case hôpital. Et c'est facilité si déjà en amont, on a donc un parcours de soins qui est établi comme Phileas. Et bien sûr, il faut garder toujours l'hospitalisation conventionnelle parce qu'on a bien des patients quand même où malheureusement, on est obligé de les hospitaliser. Alors le rôle de cette équipe, c'est bien sûr de renforcer le lien ville-hôpital parce que on est tous complémentaires dans cette prise en charge et on a vraiment des actions au sein de cette équipe. Et puis ça va permettre de libérer du temps médical précieux pour nos cardiologues. Ils vont se consacrer à des prises en charge plus complexes et voilà, les ISPIC vont permettre de dégager ce temps. Alors on peut aussi dire que on a de beaux jours devant nous puisque on pourrait l'étendre à d'autres pathologies chroniques. Alors les filières comme Phileas qui est dans l'insuffisance cardiaque pourraient également être étendues dans d'autres spécialités. La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, nous sur Toulon, donc depuis peu, on est en train de débuter la télésurveillance du diabète et de l'insuffisance cardiaque avec du matériel connecté pour ces deux pathologies. Et on pourrait très bien aussi l'envisager pour la BPCO et l'insuffisance cardiaque. Je voulais revenir un petit peu sur, mes collègues vont également étendre ce sujet, mais la consultation de l'infirmière, en fait, elle permet la titration donc, des traitements de l'insuffisance cardiaque. Elle se fait tous les 15 jours et à travers une évaluation clinique, biologique, des données biologiques et l'interprétation de l'électrocardiogramme, donc l'infirmière pourra titrer ou pas selon donc, un arbre décisionnel qui a été établi dans le protocole de coopération au journal officiel de décembre 2019.
Évidemment, on va optimiser le suivi du patient au long cours et on fait des actions ciblées, thérapeutiques à chaque consultation. Bon. C'est pas... Bon. Donc, je voulais aussi aborder la consultation IPA au sein de la cardiologie, puisque, pareil, l'infirmière en pratique avancée a un temps dédié pour ça, d'1 heure, et elle pourra donc prendre en charge globalement le patient à travers une évaluation clinique. Pareil, elle peut renouveler, adapter les traitements, faire des actions d'éducation tout autour, bien évidemment des apports hydriques et des apports sodés qui sont souvent un facteur déclenchant facteur déclenchant des épisodes de décompensation cardiaque. Et donc, ce lien ville-hôpital, il passe forcément par de la coordination. Donc la coordination hospitalière est vraiment en train de s'organiser à travers des filières, à travers des consultations précoces dans l'insuffisance cardiaque. Et il faut qu'en ville, ce soit un petit peu la même chose avec la création de cellules de coordination. Et ceci va passer par la création par l'interface des CPTS, qui sont bien sûr déjà bien présentes. C'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Sur le territoire varois, on est en train de rencontrer toutes nos CPTS, et donc de pouvoir collaborer avec elles et avoir des outils de travail communs, des évaluations cliniques des patients qui seraient communs. Et donc dans ces CPTS, il y a tous les acteurs de santé de ville, les infirmiers libéraux et les médicaux, les IPA, j'espère, qui vont pouvoir se développer. Et comme ça, on pourrait avoir un échange entre nos patients qui sont télésurveillés à la maison et on parlera en fait le même discours. Donc j'ai rajouté le GRAD parce que le GRAD, c'est le groupement régional d'appui d'aide au développement de la e-santé. Et donc, ça permet vraiment aussi d'aider. Il faut faire appel à eux pour mettre en place toutes ces coordinations dans les CPTS et les maisons de santé pluriprofessionnelles. En conclusion, je dirais que l'insuffisance cardiaque, c'est donc un parcours complexe pour le patient. On a vu qu'on avait une population âgée, un patient polypathologique et les interactions très fréquentes entre la ville et l'hôpital. Donc il y a une réelle nécessité de coordonner ce parcours entre ces deux grandes familles, j'ai envie de dire, et les acteurs de soins, les nouveaux acteurs, il faut les intégrer, il faut les implanter de plus en plus et et vraiment mettre en place cette télésurveillance parce que vraiment elle permet d'augmenter et d'optimiser la prise en charge du patient. Et bien sûr, je vais finir en disant que notre but, c'est bien sûr de maintenir l'état de santé du patient, de préserver sa qualité de vie parce qu'elle est souvent fortement impactée pendant tous ces épisodes de décompensation. Et du coup, on est aussi en accord avec son projet de vie à chaque fois que l'on fait du lien entre la ville et l'hôpital. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jocelyne pour cette belle présentation. Donc on a pu voir l'importance de la coordination qui va être nécessaire d'être mise en place entre l'hôpital et la ville, bien sûr. Et donc la multiplicité des acteurs, avec les nouveaux acteurs qui arrivent aussi. Oui. Et donc, oui, tout à fait. Complexifier encore un peu plus la coordination, j'ai l'impression. C'est vraiment, donc moi actuellement, c'est vraiment une grosse partie de mon travail, puisqu'actuellement, donc sur Toulon, j'ai deux matinées avec ma collègue qui est donc infirmière de coopération. On a 2 matinées pour faire des consultations, ce qu'on appelle IPA, et tout le reste du temps, c'est beaucoup de coordination et beaucoup de relations téléphoniques et d'échanges, mais c'est très enrichissant et c'est très valorisant pour nous et pour le patient. C'est sécurisant. Du coup, il y a ce lien de confiance qui se crée aussi. Et voilà, on est contente de travailler avec cette équipe de ville où,
Avant, on était vraiment à l'hôpital. Voilà. Toi, tu travailles à l'hôpital, toi, tu travailles en ville. Et maintenant, on sent qu'il y a un réel échange. Et voilà, c'est satisfaisant pour tous, je pense. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Je voudrais savoir, avec les cardiologues de ville, et les Oui. médecins aussi de ville d'ailleurs, Bien sûr. traitants, ça se passe bien cette coordination ou il n'y a pas de moments Alors, où c'est difficile? Enfin, comment ça se passe? Il faut vraiment que nous, depuis l'hôpital, on avertisse l'équipe de ville le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on envoie ces courriers types dès qu'on met le patient en télésurveillance ou qu'on prévienne les médecins, parce que c'est vrai que des fois, quand ils ne sont pas avertis tout de suite, c'est sûr que ça peut créer un petit peu pas des tensions, mais forcément, si on n'est pas au courant les uns des autres, oui, ça peut être effectivement une source de relations un petit peu plus difficiles, mais on est en train de... S'ils sont avertis, il n'y a pas de problème. C'est mieux, c'est mieux, et puis bien sûr, c'est beaucoup mieux, c'est le but. Vous avez fait une distinction entre les ISPIC et les infirmières de pratique avancée. Du coup, les ISPIC, ce sont des infirmières de pratique avancée ou ce sont des infirmières qui ont un DU sur l'insuffisance cardiaque ou, Non, en fait, les ISPIC, il y a les infirmières de pratique avancée et les infirmières qui ont fait le protocole de coopération. C'est les deux métiers qui sont regroupés sous ce nom. Dans ma présentation, je vais expliquer la différence entre les deux. Ok, super. D'autres questions ? Est-ce que dans vos centres, il y a des IPA déjà implantés ? Est-ce que des personnes ont ce vécu-là d'implantation ? Ah, ouais, on est vraiment à l'aube de cette nouvelle aventure, de ce nouveau métier pour nous, et c'est une vraie réussite. Après, c'est vrai qu'on a besoin que nos hôpitaux nous suivent pour trouver le bon modèle économique. Comment ça s'est passé chez vous ? C'est en train de se passer. Donc, il faut faire des protocoles d'organisation, il faut que ce soit vraiment bien cadré, il faut, au sein de la consultation à l'hôpital, donc, nous dégager aussi des plages spécifiques. Et il faut que nos médecins, donc, avec qui on aura signé le protocole de coopération, d'organisation, soient là aussi, qu'on ait nos référents pendant nos consultations. Donc oui, ça s'organise. C'est en train de s'organiser. Voilà, pour janvier, ça devrait à peu près rouler. Et c'est vrai que les premiers mois, il faut qu'on soit accompagné. Et finalement, c'est nécessaire aussi parce que c'est nouveau pour nous et donc c'est beaucoup aussi de responsabilités. Donc finalement, au départ, on dit oh là, ça va être lourd, mais on a besoin d'être accompagné quand même. Vous nous avez parlé beaucoup de la télésurveillance. Oui. Est-ce que vous pensez que la télésurveillance peut devenir la coordination, enfin un outil de coordination du parcours patient ? Aujourd'hui, vous l'utilisez comme ça ou non, pour vous, c'est un autre outil à part entière ? Non, effectivement, c'est un outil de coordination, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on peut, depuis le domicile, instaurer ou de la télésurveillance ou mettre à un moment donné une hospitalisation à domicile pendant une courte durée pour sécuriser la prise en charge et éviter que le patient vienne à l'hôpital. Et c'est vrai que finalement, c'est à travers cette télésurveillance nous oblige à appeler les professionnels de santé, en fait. Et c'est pour ça que le lien se fait plus facilement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Candel. On va passer à la présentation suivante. C'est Diane Prost qui va nous parler de l'infirmière en télécardiologie. Bonjour, merci de votre invitation. J'ai fait le choix aujourd'hui de vous présenter le métier de l'infirmière en télécardiologie au niveau rythmo. Donc on reste un petit peu dans la télésurveillance parce que même si on commence à en parler beaucoup, je pense qu'il y a encore beaucoup de services, même en cardio, où c'est peut-être pas très clair. Donc j'essaie de faire une présentation assez synthétique et claire pour peut-être susciter quelques vocations. Non, c'est pas celui-là. Donc déjà, qu'est-ce que la télécardiologie des dispositifs électroniques implantables? Donc c'est tout ce qui est bien sûr les défibrillateurs, les pacemakers et les holters implantables. Donc c'est un système qui est automatique,
à part dans un cas qui est le cas des défibrillateurs sous-cutanés, qui permet de suivre la prothèse à distance. Il est recommandé maintenant pour tous les patients implantés, puisqu'il est en classe A. C'est un acte médical au départ, donc qui implique obligatoirement un médecin, même si aujourd'hui, on voit de plus en plus d'auxiliaires médicaux. J'ai dit auxiliaires médicaux parce qu'on c'est souvent des infirmiers, mais pas toujours. Ça peut être aussi des arcs. Donc ce système va permettre de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, donc c'est-à-dire au niveau du fonctionnement du boîtier, au niveau des sondes, au niveau des arythmies. Ça va permettre de détecter des arythmies précoces et de les prendre en charge, et également de diminuer les déplacements des patients sur l'hôpital, sur le centre, parce que, en règle générale, avant la télésurveillance, c'était une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, et comme on a vu hier dans les nouvelles recommandations qui ont été présentées, on va passer, pour les prothèses simples, à 18 mois au niveau des contrôles. Donc comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Donc les gens, on leur remet un petit transmetteur qui va récupérer des données sur la prothèse cardiaque du patient. Ces données vont être envoyées sur un serveur qui est agréé et qui est sécurisé via le réseau télécom, donc le réseau GSM. Et ces données vont être envoyées sur l'interface de chaque site, puisqu'il y a 5 marques de piles, et plus ou moins reçues par alerte sur les smartphones de la personne qui les lit, donc c'est-à-dire l'infirmière ou le médecin. Donc ça, c'est on les prend pas forcément. Par contre, chose très importante, notamment à dire aux patients, c'est que ça ne va que dans un sens. Il est bien évident qu'on ne peut pas rentrer dans la prothèse avec notre téléphone ou l'interface. On ne peut pas faire de réglage à distance. C'est d'ailleurs la hantise des rythmologues qu'un jour on puisse rentrer, hacker une pile. Donc ce n'est pas le cas. Je vous ai mis rapidement les transmetteurs de chaque marque parce que peut-être vous êtes déjà tombé dans la chambre de patients sur ces transmetteurs et moi j'ai déjà eu le cas dans des maisons de retraite ou autres services où le personnel ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, un aperçu, si vous voyez ce genre de transmetteur, c'est le transmetteur qui permet de suivre la prothèse cardiaque du patient. Donc c'est en perpétuel changement, hein. J'en ai mis 2 pour certaines marques parce que ils changent régulièrement, ils essayent d'optimiser ces transmetteurs et on passe de plus en plus sur le smartphone. D'ici quelques années, le transmetteur n'existera probablement plus et tout passera via une application sur le smartphone du patient. Mais bon, là, on est en phase, on est entre deux en fait et ça peut être compliqué encore pour certaines personnes âgées qui n'ont pas l'habitude des smartphones. Alors, les aspects réglementaires, donc l'infirmière de télécardiologie n'a pas de formation spécifique, enfin obligatoire pour l'instant à avoir, mais elle doit se former régulièrement à la télésurveillance de ces prothèses via soit les DU, bon, par exemple il y a le DU de télésurveillance de Bordeaux qui existe depuis 2 ans. Il y a aussi des formations régulières par les fabricants. Et surtout se former au quotidien avec les médecins qui vont faire une sorte de compagnonnage. Mais aucun diplôme n'est obligatoire et il n'est même pas obligatoire de venir de cardiologie. C'est le cas dans certains centres, mais bon, évidemment, ça aide quand même. Oh, pardon. L'activité est encadrée depuis 2010 par le décret relatif à la télémédecine et on en parle beaucoup. Une expérimentation est en train de prendre fin. Donc, c'était le programme ETAP qui a encadré, qui a lancé en 2014, a été reconduit en 2018, une expérimentation sur la télémédecine qui permettait de fixer des tarifs et surtout de recevoir un financement pour cette surveillance qui a permis de créer, je pense, beaucoup de postes dans les postes d'infirmières de télécardiologie dans les centres. Le programme prend fin un peu plus tard que prévu, donc ce sera en juin l'année prochaine, mais la télémédecine rentre dans le droit commun, donc c'est une excellente nouvelle et on attend le décret qui sortira probablement en juin, enfin après juin, le décret qui encadrera cette pratique. Mais c'est une belle avancée, en tout cas pour les centres et nous aussi c'est une bonne nouvelle pour les infirmières de télécardiologie. Donc l'infirmière, son rôle, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ?
Alors, la télésurveillance doit être protocolisée au niveau de l'organisation, tout du moins, parce que c'est un acte médical au départ et que c'est effectué par une infirmière. Elle a 2 grands rôles, cette infirmière. C'est son rôle propre et un rôle contributif. Donc le rôle propre, ça va être son rôle, dans le cadre de ses compétences, selon le Code de la santé publique. Mais elle a surtout un rôle contributif avec un transfert de tâches qui va s'effectuer du médecin vers l'infirmière. Je pense à la lecture des alertes, qui sera validé, j'en parlerai à la fin, par un protocole de coopération. Donc le quotidien de l'infirmière, je pense que, c'est mon cas, je donne l'exemple d'Aix, mais je pense que c'est le cas partout. Il y a 3 grandes étapes dans son travail quotidien. C'est instaurer la télécardiologie, c'est gérer les alertes et les transmissions, et c'est tout un rôle de coordination, comme pour l'insuffisance cardiaque. Donc quand elle instaure la cardiologie, alors l'instauration de la télécardiologie avec le patient, ça doit être un réel... Pas une consultation, mais c'est vraiment un vrai entretien. Et si ça, c'est bien fait, le reste, ça se passe bien. Donc, la télécardiologie est instaurée soit en règle générale, c'est en chambre avant que le patient sorte. Chez nous, c'est à distance pour des raisons d'organisation, mais c'est 10 jours plus tard. Ce qui, quelquefois, n'est pas plus mal parce que le patient, une fois sorti, a digéré son intervention et est plus à l'écoute quand même que quand il est dans son lit, dans la chambre. Donc, la phase la plus importante, ça va être l'information. Qu'est-ce que la télécardiologie? Donc bien lui expliquer comment ça fonctionne, le but, les bénéfices pour lui, parce qu'ils ne sont pas toujours persuadés certains hésitent un petit peu, ne voient pas vraiment l'intérêt d'avoir ce dispositif, ou ont déjà des dispositifs comme pour l'apnée du sommeil, et ça fait beaucoup. Donc il faut vraiment leur expliquer l'intérêt. Avoir son consentement naturellement et passer donc par la phase éducative, parce que votre patient, s'il est bien éduqué sur comment ça fonctionne, la coordination se passera mieux après. Un patient qui ne comprend pas comment ça fonctionne, vous allez avoir des appels sans arrêt, des transmetteurs déconnectés, et c'est très chronophage, surtout quand on est seul. Donc on leur remet des livrets explicatifs aussi sur leur prothèse. Il y a toute la phase d'explication du mode de suivi aussi. Donc on explique au niveau technique comment ça fonctionne, comment l'appareil doit être branché, quand est-ce qu'il transmet. Ensuite, il y a le côté remise de matériel. Alors ça, on passe de plus en plus à une livraison à la maison. Donc on remet encore des transmetteurs, mais on en livre beaucoup à la maison. Donc il y a des fiches d'inclusion à remplir, à envoyer au fabricant, et ensuite c'est le fabricant qui gère la livraison de l'appareil à la maison, et qui gère de plus en plus même aussi le côté informatif, récupérer les consentements si besoin. Enfin vraiment, il y a eu de grandes avancées au niveau de l'aide que peuvent apporter les fabricants. Il va y avoir ensuite l'inscription sur le site. Comme j'ai dit, chaque fabricant a un site de suivi qui lui est propre et qui est sécurisé. Donc il faut inscrire ce patient sur ce site pour pouvoir le suivre après. Donc c'est un petit peu administratif, mais il y a beaucoup d'administratifs dans ce poste aussi, dans cette fonction. Et évidemment, il va falloir tracer dans le dossier du patient. Enfin ça, c'est selon l'organisation de chaque centre, mais tout tracer les références du matériel, tracer l'entretien avec le patient. La deuxième phase, donc on rentre dans le rôle contributif, donc c'est la gestion des alertes et des transmissions. Donc cette gestion va être quotidienne, si possible, si l'organisation et les moyens humains le permettent. Les alertes, en fait, tous les jours, vous allez recevoir des alertes ou des transmissions, parce qu'il y a aussi des transmissions calendaires qui sont programmées par le centre et qui permettent d'avoir un rapport complet de manière mensuelle ou trimestrielle au choix du centre. Autrement, les alertes vont être soit administratives, donc les alertes administratives, ça va être par exemple quelqu'un qui est mal inscrit, un problème de référence, un transmetteur qui n'est pas connecté. Après, on rentre dans les alertes qui sont importantes, donc les alertes techniques, donc ça va être les problèmes de sonde, ça va être les ERI, donc les boîtiers qui sont en fin de vie et qu'il va falloir changer. Et vous allez avoir aussi, la plupart du temps, des alertes cliniques qui vont être tous les troubles du rythme. Donc ça peut être de la FA, la TV, les thérapies qui ont été délivrées. Donc ça, bien évidemment, c'est médical et c'est transféré, c'est délégué à l'infirmière. Donc ces alertes arrivent sur les sites des fabricants. Donc vous avez 5 sites à consulter si vous implantez les 5 marques.
Nous avons fait le choix, pour un souci d'organisation et de moyens humains que nous avions au départ, puisque nous n'avions que 50% de temps infirmier, de faire appel à une plateforme d'interopérabilité, c'est-à-dire que cette plateforme, des algorithmes permettent que toutes les alertes de chaque fabricant arrivent sur la même plateforme. Donc je vous ai mis quand même un fond d'écran pour que vous puissiez voir mon quotidien, comment ça se passe en fait les alertes. Donc ça se passe comme ça. C'est un dashboard sur lequel vous avez vos patients, les alertes. Pardon. Si je voulais vous montrer dessus, mais voilà. Donc là vous avez un petit camembert avec des alertes et ensuite les alertes, vous les voyez, ça ressemble à ça, des alertes, mais sur les sites des fabricants, c'est à peu près la même chose. C'est bloqué. Non. Voilà. Oh, c'est pas facile. Ouais, donc en fait, vous avez, mais sur les sites, c'est la même chose. Vous avez toutes vos alertes qui arrivent les unes après les autres. Là, elles sont classées par ordre de gravité, si je puis dire, alerte rouge, orange. Mais c'est ce genre d'alerte qu'en télécardio, vous pouvez voir. Après, il s'agit de connaître les fabricants, leurs spécificités. Voilà, il y a pas mal de travail d'acquisition en amont et pendant tous les jours, en fait. On en apprend tous les jours. Le troisième rôle qui est souvent invisible, mais qui prend énormément de temps, c'est le rôle de coordination, comme vous, c'est-à-dire qu'avec le patient et la famille. Donc, c'est bien de remettre des transmetteurs et de gérer les alertes, mais ce qui prend le plus de temps, c'est les patients après, parce qu'ils ont un contact, donc ils vous appellent beaucoup, et ça les rassure énormément d'avoir un contact en sortant du centre. J'ai une ligne dédiée, comme la plupart des infirmières de télécardiologie. Et les patients appellent énormément dès qu'ils ont des symptômes. Alors, il faut être assez clair au départ pendant l'entretien, parce que plus vous allez avoir de patients, et plus, si vous donnez il faut bien cadrer les gens au départ en disant, voilà, c'est pas un SOS médecin, et parce que sinon, c'est des appels continus. Donc, mais néanmoins, voilà, il faut gérer ces appels, parce qu'en général, s'ils appellent, c'est qu'ils ont quand même un problème. Donc, soit ils ont des symptômes, soit ils ont oublié comment on se sert du transmetteur, soit ils n'ont pas écouté quand vous leur avez dit, vous les avez éduqués et vous rappellent pour des choses comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi un pan au niveau la suite d'alerte, c'est-à-dire que quand vous avez une alerte, c'est bien, mais il faut la gérer. Et derrière, on convoque souvent, pas toujours, mais souvent le patient. Donc, il faut gérer toutes les consultations additionnelles, ces rendez-vous-là, et voir les hospitalisations, puisqu'on hospitalise aussi des gens suite aux alertes. Par exemple, pour un choc, un orage rythmique, on va hospitaliser le patient. Il va falloir gérer tous les problèmes techniques de transmetteurs, donc c'est-à-dire des transmetteurs qui ne fonctionnent plus. Il faut trouver la cause par téléphone avec le patient. Ensuite, il faut voir avec le fabricant et éventuellement livrer un nouveau transmetteur. Tout ça, il faut le tracer. Et il va falloir aussi gérer tous les problèmes de déconnexion de patients non connectés qui prennent énormément de temps, parce qu'il faut trouver la cause, encore une fois, qui n'est pas toujours évidente. Et il faut évidemment tracer tout ça. Donc ça, c'est long. Et il y a aussi toute une coordination avec l'industrie et la pharmacie pour des problèmes. Donc l'industrie, c'est les fabricants de piles. Donc je vous les ai mis, il y en a 5. L'infirmière de télécardiologie travaille beaucoup avec eux et est en contact, pas quotidien, mais pratiquement avec les ingénieurs des marques sur des problèmes d'inscription. Donc là, c'est plutôt avec les services clients des marques, mais néanmoins, des problèmes d'inscription, de référence, des problèmes de livraison de transmetteurs. Il y a aussi le suivi des recalls. Donc un recall en rythmologie, c'est quand un problème a été signalé sur du matériel, donc par exemple une sonde, et qui s'est répété plusieurs fois, le fabricant lance un recall, c'est-à-dire qu'il va falloir surveiller les patients qui ont été implantés de telle sonde, parce qu'elle peut poser un problème. Donc c'est un suivi rapproché pour nous, infirmières de télécardiologie. Donc échange régulier aussi avec les ingénieurs sur les tracés. Enfin ça c'est pour ma part, parce que quand on commence, c'est pas toujours évident, et ils sont une ressource incroyable, ils sont très disponibles. Donc je les remercie aussi. Et il faut se mettre à jour régulièrement sur les nouveaux dispositifs et les nouvelles fonctionnalités, aussi bien en termes de matériel pur qu'en termes de gestion des alertes. Ça évolue beaucoup et très vite. Et il y a aussi, en tout cas chez nous, une gestion du stock des transmetteurs. C'est moi qui gère ça avec la pharmacienne. Voilà. Comment ça va évoluer? C'est le début. Comme la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, on en est, je pense, au début d'une grande aventure. Enfin, c'est ce que je pense. Donc les perspectives, c'est d'avoir naturellement plus de responsabilités et surtout plus de reconnaissance. Donc c'est
en train de se faire. Alors, je ne vais pas développer parce que je pense que ça fera l'objet d'une prochaine session. Le protocole de coopération donc, existait déjà pour l'insuffisance cardiaque, mais est nouveau pour la télésurveillance des prothèses rythmiques. Donc, je vous ai remis ce que c'est un protocole de coopération, mais je pense que vous le savez. Hein, c'est un transfert d'activité à titre dérogatoire. Donc, il faut un délégant, un délégué, donc médecin, infirmière. Doit être transmis à l'ARS et validé par l'HAS. Ce protocole va permettre, encadre, pour moi, encadre l'activité de télésurveillance des prothèses cardiaques parce que pour l'instant, l'infirmière lit les alertes, mais elle n'en a pas le droit. Elle le fait comme tout le monde, un petit peu, pas illégalement, mais on n'est pas encadré juridiquement. Donc le fait d'adhérer à ce protocole de coopération, ça va encadrer et sécuriser juridiquement votre activité. Et surtout, ce protocole de coopération qui a été fait par l'équipe de l'hôpital Georges Pompidou, donc à Paris, va permettre de faire à une infirmière de contrôler les prothèses cardiaques, on va dire simples par contre, et choisies par le médecin, hein, en accord avec le médecin, des patients. Voilà, donc c'est une grosse avancée. Je termine là, je vous ai juste mis un cas qui est très rapide pour que vous puissiez voir ce que l'infirmière de télécardio voit aussi, ce qu'est un tracé en fait, parce que je pense que la plupart de vous, si vous ne faites pas de la rythmologie, vous ne savez pas. Donc c'est un petit cas très simple. Un monsieur de 86 ans qui est arrivé chez nous pour syncope, antécédent de cardiopathie ischémique multistentée et d'hypertension traitée. À son arrivée, il a été mis en évidence à un BAV complet paroxystique. Donc il a été décidé par le rythmologue de lui implanter un pacemaker, donc un stimulateur simple chambre. Je l'ai revu 10 jours plus tard. Je lui ai remis la télécardiologie, donc je l'ai éduqué, je l'ai informé. Encore un mois plus tard, j'ai reçu un EGM. Donc un EGM, c'est le tracé qu'on voit. C'est un tracé endocavitaire. C'est-à-dire qu'un ECG, c'est de surface. L'EGM, c'est les sondes, on voit à l'intérieur du cœur. Un EGM périodique qui n'a pas forcément généré d'alerte, mais que j'ai ouvert quand même. Et je suis tombée sur ce tracé, peut-être. Voilà, donc un tracé inquiétant, parce qu'un tracé sain n'est pas comme ça. Il n'y a pas ça s'appelle du bruit, il y a quelque chose qui se passe sur la sonde. Donc au début, il était pas très... Enfin, on voyait qu'il y avait un souci, mais c'était pas... On pouvait avoir encore un doute, mais le tracé d'après, quand on commence à avoir l'habitude, on n'a plus de doute, là c'est pas normal. Donc ça peut être un bruit extérieur aussi, mais là, dans le doute, donc on convoque immédiatement le patient. Donc ça fait partie du rôle de coordination. Il a été vu en contrôle par le médecin implanteur. En effet, il y avait un défaut de sonde VD, donc celle qui était dans le ventricule. Le choix a été fait, évidemment, d'explanter l'ancienne sonde, d'en mettre une nouvelle. Ça a été signalé au fabricant parce que c'est pas normal, pour voir s'il y a d'autres cas aussi en France. Et là, ça montre bien les bénéfices de la télécardiologie. Je conclurai sur ça. C'est qu'on a pu anticiper une fracture de sonde chez un patient qui est stimulodépendant. Donc, si sa sonde s'était cassée, c'est un patient qui aurait resyncopé parce qu'il aurait refait des pauses. Et dans le pire des cas, s'il n'y avait pas eu de risque d'échappement, c'est un patient qui faisait un arrêt. Donc là, on voit tout le bénéfice du télésuivi. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Diane pour cette présentation. Après les ISPIC, les IPA, encore un nouveau métier, les infirmières de télécardiologie. C'est vrai que c'est une vraie réussite, on avance dans notre profession. J'espère que ça aboutira sur des reconnaissances. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, excellente présentation, merci. Est-ce que vous mettez tous les patients en télécardiologie, c'est-à-dire tous les pacemakers, simple chambre Alors, nous, non. Ça va venir. C'est pour un. Alors, au départ, les centres mettaient les défibrillateurs en télésurveillance. Beaucoup. En fait, un patient est remboursé quand il est à 100%.
Donc les pacemakers ne sont pas tous à 100%. Donc quand ils ne sont pas à 100%, on ne touche donc pas de rémunération de la part de la Sécu, en fait. Donc le financement étape. Donc on a fait le choix, nous, parce qu'on avait un temps infirmier très restreint, comme je pense c'est le cas un peu, ça a été le cas partout et c'est encore le cas, de ne mettre que ceux pour lesquels on touchait une rémunération dans un premier temps. Donc effectivement, tous ceux qui sont à 100% et s'ils sont capables de gérer une télésurveillance, et comme l'insuffisance cardiaque, c'est peut-être plus simple parce qu'on branche un boîtier, après on s'en occupe plus. Mais il faut quand même que la personne ait bien compris. Donc tous les patients qui ont des troubles cognitifs, c'est un petit peu compliqué. Donc on inclut tous les gens qui sont à 100%, mais dès qu'on aura des moyens humains supplémentaires, je pense qu'on inclura tout le monde parce que sinon c'est aussi une perte de chance de chance. Pourquoi certains en bénéficieraient et pas d'autres s'ils sont capables d'en avoir une, mais c'est vraiment un problème, c'est le début. C'est compliqué pour tous les centres, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, de mettre en place ces activités, même l'insuffisance cardiaque, parce que c'est nouveau et ça demande une réorganisation. Donc voilà, mais sinon oui, les haltères implantables, donc les Reveal, vous avez dû entendre dire, on les équipe tous, mais par contre, il n'y a encore pas de télésurveillance, de rémi tuyau. Voilà, on attend une réponse. Ça va changer sans doute. Merci. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on passe à la lecture suivante. Donc, je vous présente Julie Scarica. Donc, j'ai la chance de travailler avec elle à Chartres, qui est en stage IPH chez nous et qui a fait le choix de rester avec nous 2 jours par semaine. Donc, à toi, Julie. Bonjour à tous, donc moi c'est Julie, je suis infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. Je travaille donc en SSR de réadaptation cardiaque 3 jours par semaine et 2 jours par semaine sur le CH de Chartres en cardiologie. Donc je vais essayer de vous présenter en quoi l'infirmière de pratique avancée et l'infirmière de protocole de coopération peuvent être une complémentarité. Donc j'ai aucun lien d'intérêt dans cette présentation. Et ça ne marche pas. C'est perturbant. Vous ne nous facilitez pas l'exercice. Donc du coup, je vais vous faire un petit rappel réglementaire. Donc, l'infirmière de pratique avancée, c'est quoi? C'est une infirmière diplômée d'État qui a fait 3 ans d'exercice et qui intègre ensuite un master en pratique avancée. Donc, le master en pratique avancée, c'est 2 ans, c'est 120 ECTS à valider, soit environ 3000 heures de cours. Et sur la première année, donc, on a un tronc commun et 2 mois de stage. Et sur la deuxième année, on se spécialise parmi 5 mentions. Donc, les mentions, c'est pathologie chronique stabilisée, insuffisance rénale, transplantation, dialyse, maladie psychiatrique, santé mentale et très récemment la mention des urgences. On réalise du coup 4 mois de stage durant cette deuxième année. Donc il y a des petites erreurs sur ma diapo. L'infirmière de protocole de coopération de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est un protocole qui a été validé nationalement. Les infirmières qui vont participer à ce protocole de coopération sont des infirmières diplômées d'État qui ont 3 ans d'exercice, dont 1 an en cardiologie. Elles vont être formées au protocole de coopération pour lequel c'est 50 heures théoriques et puis 50 en binôme et puis 50 qui sont en autonomie ou délégués, enfin avec le délégant qui est à proximité. Et elle réalise également un DU en insuffisance cardiaque qui lui correspond pas à 50 heures mais à environ 115 heures de formation théorique ou un équivalent en termes de contenu. Elles ont également la formation d'éducation thérapeutique pour la dispensation de 40 heures et il est préconisé pour la mise en place de ce protocole d'avoir 2 infirmières formées et 2 cardiologues délégants. Et bien, je retourne en arrière. Donc, je vais vous montrer un petit peu, enfin vous expliquer un petit peu les domaines d'action de chacune. Donc, l'infirmière de pratique avancée, elle exerce de façon autonome. Les patients lui sont adressés par le médecin et elle réalise le suivi des pathologies chroniques. Donc, dans le suivi de ces pathologies chroniques, elle va faire toute l'évaluation clinique, paraclinique, prescrire des examens complémentaires si c'est nécessaire,
au suivi de la pathologie, renouveler ou modifier les traitements si le patient nécessite une adaptation de ces traitements. Elle peut coordonner et orienter vers les programmes d'éducation thérapeutique et réaliser des actions d'éducation thérapeutique. Durant cette prise en charge, elle va également évaluer et prendre en charge les comorbidités du patient, évaluer des actions sociales, d'un point de vue social. Elle peut faire également d'autres évaluations, telles que des évaluations d'autonomie, de qualité de vie, de troubles cognitifs, de troubles alimentaires, voilà, plein d'échelles d'évaluation auxquelles nous sommes formés. Elle fait également de la prévention et du dépistage. Elle peut avoir un lien important donc, entre la coordination entre la ville et l'hôpital, et elle réalise des actions de formation et de recherche. L'infirmière de protocole, je retourne en arrière à chaque fois, je n'ai pas compris le principe. L'infirmière de protocole de coopération de l'insuffisance cardiaque, donc c'est un exercice qui est délégué. De même, le patient lui est adressé par le médecin et en fait, elle va réaliser la titration des traitements de l'insuffisance cardiaque ainsi que la télésurveillance pour les patients qui sont éligibles et l'éducation thérapeutique de ces patients en termes d'insuffisance cardiaque. Durant les consultations pour la titration, elle va réaliser un examen clinique du patient, vérifier les symptômes de l'insuffisance cardiaque, réaliser un électrocardiogramme de suivi et interpréter celui-ci, prescrire des biologies s'il y a besoin en lien avec l'insuffisance cardiaque et des traitements de l'insuffisance cardiaque. Elle est amenée donc aussi à adapter du coup les traitements de l'insuffisance cardiaque. Parallèlement à ça, elle va gérer toute la télésurveillance des patients d'insuffisance cardiaque et elle est amenée également à gérer les patients qui vont être en alerte en télésurveillance. Elle orientera le patient vers le cardiologue s'il y a besoin et ou vers d'autres spécialistes. Donc, que nous dit l'HAS par rapport à l'insuffisance cardiaque? Donc, elle dit qu'il faut que les 4 grandes classes thérapeutiques soient mises en place précocement dès la sortie d'hospitalisation, après une décompensation. Elle préconise également que ce soit fait avant la sortie, de préférence, à défaut dans les quelques semaines qui suivent. On a aussi pour information de faire une visite précoce 1 à 2 semaines en post-hospitalisation pour majorer les traitements de l'insuffisance cardiaque et réaliser des consultations une semaine à 2 mois après la sortie. Donc à Chartres, comment on a décidé d'organiser un petit peu la prise en charge du patient insuffisant cardiaque en regard donc des moyens humains de l'hôpital, des besoins de la file active. On a découpé la prise en charge comme cela. Donc en fait, imaginons que je suis patient insuffisant cardiaque, je présente des symptômes, je me rends donc aux urgences. Lorsque j'arrive aux urgences, je suis vue par un cardiologue qui va m'hospitaliser, poser le diagnostic, mettre en place les traitements pour gérer ma décompensation, pratiquer les examens complémentaires pour la recherche du facteur déclenchant. Et ensuite, il fera un avis aux référents de l'insuffisance cardiaque, donc qui sont composés de l'infirmière de protocole de coopération, de l'IPA et du cardiologue. Donc, on donnera un avis d'orientation pour son parcours qui va passer par une réadaptation cardiaque en ambulatoire ou en hospitalisation complète si cela est nécessaire et si le patient désire bien sûr aller en réadaptation cardiaque. Dans ce cas-là, il sera vu après la réadaptation cardiaque par l'infirmière de protocole de coopération pour réaliser la titration des traitements d'insuffisance cardiaque. S'il est retourné à domicile, l'infirmière de protocole de coopération le verra très rapidement pour majorer ses traitements relatifs à l'insuffisance cardiaque. Parallèlement à ça, elle va l'inclure dans le programme d'éducation thérapeutique et réaliser l'éducation thérapeutique qui se passe sur 2 jours au sein du CH. Et elle gérera ensuite le patient en suivi via la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Lorsque la titration est achevée ou pendant la titration, si c'est nécessaire, le patient vient me voir et moi je réalise tout ce qui est évaluation des comorbidités, évaluation des autres pathologies et prise en charge des autres pathologies relatives au décret. Donc dans le décret, l'infirmière en pratique avancée mention pathologie chronique stabilisée peut gérer 8 pathologies. Elle peut gérer toutes les cardiopathies ischémiques, toutes les cardiomyopathies, les patients souffrant d'insuffisance respiratoire, le diabète de type 1, diabète de type 2, les patients souffrant de Parkinson ou d'Alzheimer et autres démences, les épileptiques, et je crois que je vous ai tout dit.
Et donc, du coup, moi, je gère toutes ces pathologies-là. Si le patient présente ces pathologies-là, on sait que 25% des patients insuffisants cardiaques ont comme pathologie associée un diabète, de l'obésité, des insuffisances respiratoires. Donc, mon travail à moi, il est plutôt centré sur ça. Et bien sûr, je continue à collaborer avec les infirmières de protocole de coopération parce que pendant mes consultations, je vais m'intéresser, par exemple, s'ils sont télésurveillés, à s'ils ont présenté des symptômes avant ma consultation, quel type de symptômes, où en est leur courbe de poids, pour réajuster avec eux s'il y a besoin. Et on va également discuter de l'éducation thérapeutique ensemble, qu'est-ce qui a été acquis, qu'est-ce qui n'a pas été acquis. Et à ce moment-là, moi, je reprends avec le patient certains points. Bien sûr, le cardiologue est avec nous, il est à proximité. Enfin, comme on en a parlé, je suis également au tout début de mon exercice. Donc, c'est vrai que d'avoir un soutien pour le début, même si on est autonome dans nos prescriptions et dans notre suivi, c'est important d'avoir quelqu'un un spécialiste sur qui on peut se reposer et questionner si bien sûr, on est en difficulté. Donc, à Chartres, ils sont à proximité de mon bureau de consultation. Et donc, si j'ai besoin, je peux aller les voir très rapidement. Et ils sont disponibles rapidement pour m'aiguiller. Parallèlement à ça, aussi, on communique avec le médecin traitant très régulièrement puisque chaque médecin traitant reçoit un courrier, un compte-rendu de prise en charge. Donc, il sait exactement ce qu'on a fait et quand on l'a fait. Et puis, si le patient n'était pas allé en réadaptation cardiaque ou s'il n'est pas... ou s'il est encore fragile, on renforce par le système Prado. Donc, à mon sens, je vais vous exposer... Tiens, encore à l'envers. Quels sont les avantages pour moi et dans le cas de l'insuffisance cardiaque et les limites de l'infirmière de protocole de coopération. L'avantage, c'est que le patient va être pris en charge très rapidement après une hospitalisation. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Le nombre de consultations n'est pas limité puisqu'en fait, le patient est pris en charge grâce à un forfait annuel. Donc, le nombre de consultations pour ces patients-là n'est pas limité. Et elles ont bien sûr une expertise en insuffisance cardiaque. Elles ne font que de l'insuffisance cardiaque tous les jours. Donc elles maîtrisent largement le domaine de l'insuffisance cardiaque. En termes de limites, elles ne peuvent pas renouveler ou adapter les autres thérapeutiques qui ne sont pas en lien avec l'insuffisance cardiaque. De ce fait, voilà pourquoi j'interviens. Elles ne peuvent pas instaurer de nouvelles molécules relatives à l'insuffisance cardiaque sans avis du délégant. Le délégant doit être disponible rapidement puisque les compétences sont déléguées, donc il doit être présent lors des consultations et la file active doit être assez importante pour pouvoir maintenir les compétences. Les avantages et les limites de l'infirmière en pratique avancée dans le DIAC, c'est que je dédie un temps de consultation qui est beaucoup plus important aux patients, donc on a le temps d'aborder tout ce qui peut déranger le patient. Moi aussi, je fais 1 heure de consultation avec lui. La prise en charge est globale puisque je regarde toutes les pathologies du patient et j'exerce de façon autonome. Les limites, c'est que je ne peux pas, enfin l'infirmière en pratique avancée ne peut pas arrêter ou introduire une nouvelle molécule. De ce fait, la proximité du cardiologue est intéressante lors de nos consultations. Et bien sûr, nos nombres de consultations est limité puisque nous pouvons ne facturer que 5 consultations par an pour les patients. On peut en faire plus si on a envie, mais ça sera cadeau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet d'éclairer un petit peu les deux points de vue et puis faire un petit peu le distinguo entre, je ne dirais pas ces deux métiers, mais ces deux façons de faire qui sont, on l'a bien vu par votre présentation, par contre, très complémentaires et en étroite collaboration. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur justement les infirmières qui appliquent le protocole de coopération ? Alors moi, c'est une question très pratique. C'est combien le coût d'une consultation pour un patient, pour 1 heure avec une IPA ? Les forfaits pour l'IPA, première consultation, ça s'appelle la consultation d'inclusion, c'est facturé 58 €. Et ensuite, les autres consultations sont facturées 32 €. Voilà, et donc on est limité, bien sûr. Souvent, les IPA, ce qu'elles font, c'est qu'elles regroupent et la consultation d'intégration et la première consultation, ce qui fait une première consultation qui est plus chère. En moyenne, en fait, un patient, on arrive à 165 € à peu près par an.
Déjà, bravo à toutes pour vos présentations, parce que ça n'a pas été simple, et franchement, je suis épaté par votre zen absolu. Et donc, ma question, c'est, vous avez choisi une activité mixte, donc ville-hôpital, et donc principalement ville. Pourquoi? Et du coup, qu'est-ce que vous faites en ville? Alors, donc moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque je ne suis pas issue du CH de Chartres. Donc, je me suis autofinancée ma formation de pratique avancée. Donc, la première année a été autofinancée et la deuxième année, donc moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Clinéa Orpea. Et donc, c'est de la réadaptation cardiaque. Et à force de travailler, ils m'ont financé la deuxième année. Donc, sur ma deuxième année, je leur dois du coup du service. En revanche, je trouvais très intéressant parce qu'en SSR, je travaille essentiellement en hospitalisation. Donc, je vois les patients du service de cardiologie et j'aide le cardiologue dans les visites médicales. Je fais le bilan de ce que lui ne va pas forcément maîtriser. Donc, je donne des avis sur, par exemple, tout ce qui est diabète. Je fais plus des facteurs de risque cardiovasculaire. Et sur la clinique, je fais beaucoup de formations pour le personnel et beaucoup d'accompagnement, de sevrage tabac, enfin, des choses qu'on ne retrouve pas forcément. Donc moi, j'exerce dans le bassin Drouais et donc on est une des régions les plus démunies en termes de désert médical. Et donc du coup, j'essaye de faire sortir les patients en post-réadaptation avec une prise en charge qui a été globale, à essayer d'avoir géré le plus possible leur comorbidité à ce moment-là, pour qu'après, quand ils retournent à domicile, ils ne soient pas pénalisés par le fait de peut-être pas avoir de médecin traitant pour leur suivi. Et là où c'est complémentaire avec l'hôpital de Chartres, c'est que donc, dans ma clinique, on reçoit les patients post-hospitalisation de l'hôpital de Chartres. Donc je garde un lien du coup avec l'hôpital et je peux informer par exemple mes collègues de protocole de coopération suivent des patients en télésurveillance que moi je vais récupérer par exemple en réadaptation. Et à ce moment-là, on arrive à échanger, j'arrive à leur donner encore des informations. Donc c'est vrai que mon travail est très complémentaire avec l'hôpital en fait parce que j'arrive à garder un lien et si par exemple je décèle des difficultés en réadaptation, je renvoie à l'hôpital de Chartres s'il y a besoin. Donc voilà, c'est totalement différent. À Chartres, je ne fais que de la consultation, alors qu'à la clinique, je fais d'autres choses. Voilà, j'ai une question, c'est sur votre formation. Donc vous avez fait l'IPA, c'est 2 ans. Oui. Est-ce que ça vous a bien préparé à ce métier-là ou est-ce que c'est plutôt le protocole de coopération qui vous a tout appris? Comment c'est ces 2 ans? C'est lourd. C'est compliqué parce que on est parmi les premières à faire du temps plein en termes de formation. Et on n'a pas été aidé par le Covid, bien entendu, puisque quasiment toute la formation s'est passée en distanciel. Donc après, ça dépend de la volonté de chacun. J'ai énormément travaillé personnellement à la maison. Donc je pense que oui, mon expérience professionnelle et le travail fait avec la faculté, les cours, etc., m'ont permis d'avoir des acquis qui sont suffisants pour exercer. Les 4 mois de stage en cardiologie m'ont permis aussi de renforcer tout ça. Et puis on continue en fait, c'est ce que disait ma collègue, c'est que le fait que les médecins soient à proximité de nous, dès qu'on a des questions, quelque chose qui nous interroge un petit peu, ils sont là, ils vont répondre. Et donc on continue un petit peu notre formation pendant notre intégration. Et bien sûr, les infirmières de protocole de coopération, on échange beaucoup, c'est-à-dire qu'elles vont m'apprendre des choses sur l'insuffisance cardiaque. En contrepartie, moi, je leur apprends des choses sur toutes les comorbidités et pour lesquelles elles vont être alertes au niveau de la télésurveillance et elles se rendent compte rapidement, en fait, si là, est-ce que c'est une vraie alerte par rapport à l'insuffisance cardiaque ou est-ce que c'est une alerte qui relève plutôt d'une autre prise en charge? Ma question, c'est parce que comme c'est une délégation de tâches, finalement, à la fin, vous êtes assez spécialisé. Est-ce que c'est pas un peu trop généraliste la formation d'IPA des 2 ans? Après, c'est le principe de la formation, c'est qu'on puisse l'IPA pour répondre aux problèmes de désertification médicale avec une implantation théoriquement qui se fait plutôt en ville et non pas à l'hôpital. Moi, je me trouve à l'aise en tout cas et je trouve que c'est important de pouvoir gérer toutes les pathologies parce que là, on voit bien que sur le patient cardiaque, il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en charge. Et si j'avais fait que de la cardio, j'aurais été limitée en fait. Et quel aurait été mon intérêt je ne pourrais pas substituer un cardiologue parce que voilà, le cardiologue a plus de compétences et l'infirmière de protocole aurait plus de compétences dans ce cas-là. Donc, moi, je suis satisfaite en tout cas de la formation.
Bonjour, Armelle Duchesne. Oui. J'avais une question toute simple, c'était le protocole d'organisation. Alors merci aussi beaucoup parce que j'adore voir en 3-4 ans toute cette évolution, c'est formidable et vous êtes brillante, donc c'est super de valoriser tout ça. Protocole d'organisation, du coup, dans votre fonctionnement de Chartres, là, avec toute cette vision complémentaire et de circuits alternatifs, vous avez un protocole d'organisation pour toutes les pathologies où du coup vous découpez, parce que c'est vraiment une question qui revient souvent. Enfin moi c'est une question qu'on me pose souvent, Desipa me pose cette question. Le protocole d'organisation, il n'est pas là pour dire comment on doit prendre en charge les patients, il est là pour dire, surtout exposer les limites en fait de notre prise en charge, à quel moment on va réadresser le patient vers le médecin. Il est là pour fixer un petit peu les limites de notre prise en charge. Donc dans le protocole d'organisation à Chartres, on l'a créé avec toutes les pathologies chroniques stabilisées, c'est-à-dire qu'en fait, on a spécifié toutes les pathologies cardiaques sur lesquelles je peux travailler et on a inclus tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc du coup, toutes les pathologies associées aux patients sont un peu des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc je rentre dans ce domaine-là en termes de prise en charge. Bien sûr, si je suis dépassée sur une spécialité, je vais renvoyer vers le spécialiste. Mais du coup, c'est un seul document, quoi. C'est un seul document. C'est ça, avec toutes les... Okay. Oui. Merci beaucoup. De rien. Bon, merci à tout le monde pour ces belles présentations. On a appris plein de choses. Merci. Juste un petit mot sur le CNCH. Avec Christophe, donc, on s'occupe de la gestion du bureau des paramèdes et on fait un appel aux personnes motivées pour nous rejoindre. Si vous avez envie de vivre cette aventure et de vous impliquer au sein du CNCH, on est là pour répondre à vos questions et construire quelque chose avec vous pour continuer à valoriser la place des paramèdes dans nos congrès et notre représentativité. C'est vrai qu'avec le CNCH, il y a une magnifique dynamique de travail. Donc, on a aussi besoin de personnes motivées pour venir à nos côtés. Donc, on est à votre disposition. Merci.